va passer donc à notre deuxième table ronde. Après la loi Industrie verte, on va parler de la réindustrialisation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réindustrialisation depuis quelques années. C'est possible, c'est souhaitable, effectivement. Le projet de loi Industrie verte, c'est une des réponses du gouvernement. Mais est-ce que ça va assez loin? Est-ce que c'est suffisant justement pour mettre en place cette réindustrialisation? Eh bien, on va en parler maintenant avec donc, nos intervenants. J'ai le plaisir d'appeler sur scène Charles Rodwell. Il est député des Yvelines en mission sur l'attractivité et la relance industrielle de la France. Alexandre Sobo sera avec nous, président de France Industrie. Également Audrey Dervelois, qui est présidente de Sanofi. Merci de les applaudir. Voilà, merci de venir vous installer. Président de Sanofi France, je précise. Alors pour démarrer, comme on l'a fait tout à l'heure, pendant que les intervenants s'installent, je propose qu'on regarde une vidéo. On est allé de la même manière donc à la rencontre des parlementaires sur ce sujet brûlant, on va dire, de la réindustrialisation. On les écoute. Nous avons besoin toujours, au niveau sectoriel, d'être vigilants. La chimie contient un nombre d'industries stratégiques pour notre pays parce que ce sont des composants qui sont nécessaires pour tout le reste de l'industrie, pour les consommateurs aussi, pour les Français. Ce sont des composants qui sont essentiels, qui sont stratégiques pour la souveraineté, l'indépendance de notre pays. Et donc on a besoin d'avoir ces acteurs-là qui sont toujours présents sur le territoire national et européen, et donc de les encourager. Alors l'objectif de la loi Industrie verte, c'est d'accélérer significativement les implantations de sites industriels et les emplois industriels sur le territoire et de devenir la première nation européenne décarbonée en termes d'industrie. Pour ce faire, dans le projet de loi, il y a toute une mesure de simplification qui permet de diviser par deux les délais pour attirer les investisseurs qui choisiraient la France pour développer leurs usines. Ce projet de loi, cette loi maintenant, puisqu'elle a été promulguée, elle permet notamment de paralléliser les procédures, de faire en sorte qu'on lance de front un maximum de procédures administratives, et elle permet d'avoir pour des projets d'envergure nationale, des projets importants, des procédures d'exception qui permettent d'accélérer significativement, en lien avec les élus locaux, la modification des codes de l'urbanisme et les installations concrètes d'usines sur le territoire. Donc c'est toute une série de dispositifs qui vont permettre, mis bout à bout, de diviser par deux les délais d'implantation de sites industriels et donc de nous mettre parmi les meilleurs en Europe sur le plan de la bureaucratie, des délais d'implantation. Ce projet de loi, c'est une des briques de l'attractivité et de la compétitivité. Il y a d'autres mesures qui, dans l'industrie verte, vont pouvoir s'adresser notamment à la chimie, que ce soit les crédits d'impôt sur l'industrie verte qui a été décidé lors du PLF, ou les futures mesures d'attractivité et de compétitivité que nous allons discuter sur l'énergie. Ce sera essentiel, quoi qu'il en soit, de pérenniser l'industrie qui existe déjà dans nos territoires. Parce que quand on sait les difficultés pour réinstaller de nouvelles entreprises et de réindustrialiser nos territoires, à la fois par manque de foncier, aussi par une surtransposition de normes qui font que les délais d'instruction des dossiers sont toujours de plus en plus longs. Et je crois à cette réelle volonté des collectivités territoriales et des élus de s'engager aux côtés des industriels pour que les projets aboutissent pour l'attractivité d'un territoire, mais aussi pour enclencher pour notre pays une innovation et puis être capable d'être novateur dans ces domaines-là. Je crois aussi à la place des collectivités territoriales et je sais qu'à l'échelle du Grand Dol, on a développé un contrat de transition énergétique et industrielle avec des gros groupes comme Solvay pour justement trouver des solutions pragmatiques avec l'aide de l'État et des communautés d'agglomération, que les chefs d'entreprise se sentent soutenus et puissent engager cette transition énergétique. Je pense notamment pour l'usine Solvay à la production en interne d'énergie avec l'installation de panneaux photovoltaïques, une nécessité de devoir diminuer la consommation en eau et puis également la production au travers du PVDF de batteries qui sont plus durables et en capacité à produire plus d'énergie une fois qu'elles sont construites. On a aussi cette force en France d'être capable de produire de l'énergie décarbonée, constante et à un prix relativement accessible. On a une autre force en France, c'est notre capacité à former une main-d'œuvre qualifiée dans des domaines spécifiques liés au monde industriel et je crois que c'est une vraie force pour être capable d'accueillir des entreprises industrielles en France.
Audrey Dervelois, je voudrais qu'on commence avec vous, puisque on le sait, la crise Covid a mis finalement en avant le fait qu'on avait des chaînes de valeur longues et un approvisionnement qui était concentré sur un petit nombre de pays. Alors on peut se demander aujourd'hui justement si cet approvisionnement en médicaments, bon, c'était peut-être le plus emblématique, mais en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi la chimie, elle est vraiment fondamentale? On en a déjà un peu parlé lors de la table ronde précédente, mais en quoi elle est fondamentale finalement dans notre souveraineté industrielle? C'est quelque chose de très important aujourd'hui, on l'a touché du doigt finalement. Bon, bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je pense que chaque Français s'est rendu compte de l'aspect stratégique de la filière de santé et donc bien évidemment la place de la chimie dans la santé, c'est clé. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre finalement où on en est aujourd'hui. Et en fait, le secteur de la santé, finalement, a payé très cher une décennie en fait, de régulation et de financement du médicament qui n'a pas été à la hauteur des besoins des Français. Donc ça, je pense qu'il faut quand même être clair là-dessus. Donc une fois qu'on a dit ça, bien évidemment une prise de conscience et il y a des actions qui ont été mises en place. C'est vrai qu'il y a le plan France Relance, il y a le plan Santé Innovation 2030. Il y a aussi au niveau européen donc la commission HERA qui est mise en place pour avoir une capacité d'agir plus vite dans ce type de situation. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que je vais surprendre personne en disant que tout réside dans la bonne exécution et dans une exécution rapide. Et force est de constater qu'on n'y est pas du tout. Et donc, l'idée est vraiment de se dire comment, collectivement, on peut faire en sorte qu'on passe finalement des plans et d'administration à une exécution, et c'était dit plusieurs fois, avec plus d'agilité, plus de rapidité. Donc la chimie dans la santé, c'est clé. Alors c'est clé évidemment pour la France, puisque ça participe énormément à la balance commerciale extérieure. Pour Sanofi, c'est à peu près 15 milliards, donc on contribue fortement. Et on ne le sait pas forcément. C'est vrai que quand on parle d'innovation en santé, on pense à de la bioproduction, on pense plus à de l'anticorps. Mais les molécules orales, la petite chimie, c'est encore une grosse partie du portefeuille de demain dans des maladies qui sont moins dans l'urgence, mais qui sont des maladies chroniques importantes, que ce soit en cancérologie, en neurologie, tout ce qui est sclérose en plaques, etc. Donc on aura besoin encore et encore plus de chimie. On voit quand même dans la prise en charge des patients un retour sur du traitement ambulatoire. Et si on veut désengorger les hôpitaux, on doit continuer à innover aussi avec des traitements en ambulatoire. Et ça passe par la chimie. Et ce n'est pas forcément connu. Alors Alexandre Sobo, cette notion de souveraineté, on le voit, donc elle retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Mais il y a également peut-être d'autres chaînes de valeur qui peuvent être mises au cœur de cette réindustrialisation de la France, parce qu'il y a d'autres relais de croissance finalement au-delà des méga-usines. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ? On peut faire énormément. D'abord, je pense qu'il faut bien se dire que réindustrialiser, ce n'est pas un secteur ou une filière, c'est tout. C'est partout où on a une compétence, partout où on a un savoir-faire, partout où on a une entreprise qui peut faire un peu plus. On a de formidables opportunités de réindustrialiser le pays. Et j'allais dire, la chimie est sans doute le meilleur exemple parce que la chimie, elle est partout. On ne sait rien faire sans la chimie dans l'industrie. C'est simple. Et donc, les gens n'y pensent pas, mais on a par exemple des sujets sur tout ce qui va être les enduits des pales d'éoliennes, qui posent pas mal de problèmes dans le recyclage des pales d'éoliennes. Donc celui qui réussira à inventer quelque chose qui permet de rendre la résistance compatible avec le recyclage, on va trouver, donc qui va le faire? On a énormément de sujets, évidemment, tout ce qui est autour de l'hydrogène. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais les membranes, plus elle est performante, celui qui va trouver va améliorer le rendement. Et sur l'hydrogène, on a deux énormes sujets, qui sont le prix et qui sont la quantité. Donc tout le monde dit l'hydrogène, 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 ça me rappelle ma cassette. Mais à un moment donné, est-ce qu'on est capable de la faire? Est-ce qu'on est capable de la faire décarboner au bon prix? Est-ce qu'on est demain, on ne va pas se recréer des dépendances nouvelles? Parce que si l'idée, c'est qu'on remplace du pétrole qui vient du Moyen-Orient par de l'hydrogène qui vient du Moyen-Orient, en termes de souveraineté, je ne suis pas sûr qu'on y gagne grand-chose. Peut-être en termes de décarbonation et à condition de prendre l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc la réindustrialisation du pays, c'est vraiment d'aller chercher tous les sujets où on est bon, tous les sujets où on pense être bon. Donc il y a un énorme travail de fait autour du rapport Potier, des 14 filières où on pense qu'on peut avoir des points d'excellence. Ce rapport, dans toute sa partie industrielle, a inspiré France 2030. Et finalement, moi, ma recommandation, et je me bats tous les jours pour ça, c'est qu'on arrive, et on a bien avancé ces dernières années, il faut le dire, mais on n'est pas encore tout à fait où je voudrais, il faut qu'on arrive à faire comprendre
aux gens qui nous gouvernent au sens large, que c'est quand on travaillera bien ensemble qu'on a une chance d'y arriver. L'industrie est totalement mobilisée sur tous les grands objectifs du pays, autour de la réindustrialisation, l'ancrage dans les territoires, la décarbonation, l'innovation, la montée en qualification des emplois. Tout ça, c'est notre quotidien, c'est une absolue nécessité. Et donc, on est un acteur qui doit être vu comme un partenaire pour construire les solutions. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment être exigeant, mais il faut aussi de temps en temps accepter de nous écouter quand on dit « ça, c'est pas possible ». Ça va coûter trop cher, ça, on a besoin d'un peu plus de temps. Tant qu'on avance tous ensemble dans la bonne direction, on a vraiment des briques qu'il faut construire. Et quand on regarde le monde, c'est quand même très simple. Tous les pays qui ont réussi à préserver une industrie forte ou qui ont réussi à se réindustrialiser ou à développer leur industrie, c'est des pays dans lesquels l'État et le monde économique ont travaillé en permanence dans la plus parfaite intelligence. Charles Rodoued, pour poursuivre justement sur ce thème-là, donc on lisait tout à l'heure à la table ronde précédente, il faut maintenir l'attractivité du site France. Et justement, donc vous êtes en mission sur cette attractivité et la relance industrielle de la France. Alors, quelles sont vos recommandations finalement pour maintenir cette attractivité de la France? Est-ce qu'il faut peut-être compléter la loi Industrie verte? Est-ce qu'il y a des choses concrètes à faire encore aujourd'hui? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour nos échanges à tous ce matin, parce que je crois qu'Alexandre Sobo vient de souligner un point essentiel à la relance industrielle et à l'attractivité de la France, c'est les liens permanents que doivent entretenir le monde économique et le pouvoir politique. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Je ne suis pas président d'agglomération, je ne suis pas président de région. Je suis député et donc je suis un relais pour l'ensemble des chefs d'entreprise, certes de ma circonscription, mais plus globalement de l'ensemble des entreprises qui sont liées à la mission qui m'a été confiée, et j'en suis très honoré par le gouvernement. Et la première des choses que je peux vous dire, c'est que je suis très reconnaissant de l'ensemble de ces échanges qu'on peut avoir à la fois avec France Industrie, avec France Chimie, avec l'ensemble de vos représentants. Oui, la France est attractive. J'accueille chaque année, enfin ma circonscription a l'honneur d'accueillir chaque année le sommet Choose France, qui souligne deux choses systématiquement. Un, la France est attractive parce que vous avez mené des réformes en matière de fiscalité, en matière de soutien massif à l'offre, en matière de réforme du marché du travail, en matière de simplification de la vie d'une partie des entreprises sur certains sujets. Dieu sait que le chemin est encore loin à mener. Il y a encore des choses à faire. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire. Deux, la France est attractive grâce aux entreprises françaises. Et plus globalement, et je vous dis ça pas parce que c'est France Chimie, mais grâce à l'ensemble des transformations que les industries de la chimie ont apporté à leur modèle économique au service de l'ensemble des industries en France. Maintenant, je crois qu'on est confronté à un nouveau paradigme depuis quelques années. C'est en tout cas le constat et la volonté politique que porte le gouvernement. C'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde en guerre économique. Le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien nous rappellent une chose à nous Français et à nous Européens, c'est que nous vivons dans un monde en guerre et que ces guerres, elles sont aux portes de l'Europe. Ces conflits sont militaires, ils sont diplomatiques, politiques, mais ce sont aussi des conflits, à bien des égards, qui ont une dimension économique majeure. En témoigne la rupture d'approvisionnement énergétique entre la Russie et l'Europe. En témoigne la Chine qui ferme la porte de ses marchés les plus stratégiques, dont, à mon avis, un certain nombre d'entreprises ici subissent les effets très concrets dans leurs modèles économiques. En témoigne le déploiement par les États-Unis de l'Inflation Reduction Act, qui est un point central de leur politique économique et qui, qu'on le veuille ou non, va affecter les entreprises de notre continent. Ce changement de paradigme, il faut qu'on l'adapte à nos politiques d'attractivité. Et il faut que nos politiques d'attractivité servent l'indépendance et la sécurité économique de la France. Ça implique deux choses très concrètes. Un, continuer d'apporter une réponse au boulet que vous avez au pied, le coût de l'énergie, les problèmes de recrutement, l'enfer administratif qu'un certain nombre d'entre vous vivent dans certaines procédures. C'est le travail qui a été engagé notamment par Bruno Le Maire. Et ça, je tiens à dire aussi que la politique d'attractivité de la France, elle doit certes s'adresser aux investisseurs étrangers, aux primo-investisseurs. Elle doit aussi avant tout s'adresser aux entreprises françaises et aux filiales françaises de groupes étrangers qui, à bien des égards aujourd'hui, sont moins bien accompagnés que des primo-investisseurs qui viennent investir dans notre pays. Et le deuxième sujet, c'est que la politique d'attractivité de notre pays doit être mise à disposition et surtout au service en priorité de la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement et surtout de vos chaînes d'approvisionnement. Je prends un exemple qu'on a rencontré tout au long de notre mission, qui à mon avis résume ce que nous pouvons faire en France.
Nous nous sommes rendus sur le port d'Anvers, Anvers-Bruges. Sur le port d'Anvers-Bruges, l'agence d'attractivité des Flandres, FIT, rassemble les industriels de la chimie tous les trimestres, Ineos, Total, Engie, Bayer, BASF, leurs sous-traitants et tant d'autres. Et tous les trimestres, elle leur demande, vous avez besoin de quoi? Nous, on a très peu de foncier sur le port d'Anvers, mais le foncier qui est disponible, il doit être disponible à votre disposition pour continuer à sécuriser vos chaînes de valeur sur le deuxième port européen et l'un des principaux ports au niveau mondial. Quels sont vos besoins? Et allons démarcher les entreprises ensemble à travers une politique d'attractivité offensive et ciblée sur les marchés mondiaux pour cibler les boîtes en priorité dont vous avez besoin dans nos chaînes de valeur. Je suis très attaché et je suis très impressionné par tout ce que nos amis belges peuvent entreprendre en la matière. Si eux y arrivent, il n'y a aucune raison que la France n'y arrive pas. C'est tout l'objectif que s'est fixé le gouvernement en la matière dans ce nouveau paradigme que nous constatons tous les jours sur les marchés mondiaux. Alors justement, donc pour continuer là-dessus, Audrey Dervelois, le plan de relance, il s'est concentré beaucoup sur la politique de l'offre. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, d'après vous, pour assurer ce succès de la réindustrialisation? Est-ce qu'il faut aller encore au-delà? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres leviers qui doivent être actionnés? Oui, il y en a d'autres. En tout cas, je rebondis juste sur ce qu'il vient de dire. Merci d'avoir des propos, je pense, aussi forts sur les entreprises françaises. Parce que c'est vrai, quand on entend l'attractivité, on l'entend souvent pour les entreprises étrangères. Il faut quand même être conscient que beaucoup d'entrepreneurs français font beaucoup d'efforts au quotidien dans un environnement compétitif international. Donc, merci d'avoir ces propos. Je pense qu'il faut le répéter. Ça encourage les entreprises françaises. Donc, il y a peut-être 4 leviers par rapport à la spécificité dans le domaine de la santé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux communs, tu le disais, mais il y a aussi des spécificités sur la santé. Le premier, de rappeler les contraintes budgétaires en fait, liées aux médicaments, puisqu'en fait, on n'a pas la liberté de fixer le prix de nos médicaments. Donc les prix sont fixés par l'État, ce qui fait, quand on est dans des contextes inflationnistes comme on a aujourd'hui, avec en plus des enjeux de décarbonation ou des enjeux de surproduction, nos prix sont fixes et en grande majorité des cas, ils ne font que de diminuer dans le temps. Donc c'est vrai que nous, on a des situations économiquement difficiles quand on est dans des périodes comme actuellement. Donc une contrainte budgétaire évidente, et je pense qu'il y a besoin de remettre du cercle vertueux. Produire en France, c'est pas le même coût. Enfin, je pense qu'il faut quand même être honnête, que de produire en Chine ou en Inde. Et donc on réclame un juste prix et une reconnaissance de cette production française et européenne. Donc là, il y a une espèce de contradiction, je pense, actuellement, et je pense qu'on ne l'assume peut-être pas assez, ou on n'a pas les outils, en tout cas, pour le reconnaître. La deuxième spécificité, c'est l'anticipation des besoins en santé des Français. Donc c'est vrai, quand on est en période de crise, on peut se dire, c'est simple, on a besoin de plus de boîtes, on a besoin de plus de vaccins. Je rappelle juste que, par exemple, un vaccin pédiatrique, c'est 18 mois pour le produire, et 70% de la production, c'est des contrôles de qualité. Donc, certes, on fait le maximum, mais il y a quand même des contraintes qui sont liées à cette réglementation, qui est bien pour le patient et qu'il faut garder, mais ça veut dire qu'on doit travailler beaucoup plus, je pense, avec les autorités de santé pour anticiper les besoins et être audacieux par rapport aux besoins de la santé des Français. Ils sont malades et personne ne souhaite être dans leur cas, donc il faut qu'on anticipe plus et collectivement. La troisième chose, c'est un levier autour de l'innovation. C'est vrai, quand on parle de souveraineté en santé, on va très vite sur les produits matures. Donc on pense aux produits, on va dire, des maladies souvent chroniques. Mais les patients, encore une fois, ils ne choisissent pas d'avoir une maladie chronique, ou ils ne choisissent pas d'avoir une maladie rare ou une maladie qui nécessite le traitement le plus innovant, qui peuvent être aussi des thérapies géniques assez coûteuses. Donc comment, en fait, on traduit cette souveraineté aussi pour l'innovation? Et aujourd'hui, il y a un gros focus sur les produits matures. Et c'est vrai que nous, industriels, on demande aussi que les produits innovants fassent partie des sujets de souveraineté. Ça serait quand même un comble que les Français ne puissent pas, dans des situations dramatiques, accéder à l'innovation en santé, alors qu'on a les meilleurs académiques et on a les meilleurs talents et les bons industriels pour les produire. Et le dernier point de spécificité, peut-être sur la santé et en levier qu'on peut actionner davantage, c'est au niveau européen.
tous ces sujets de souveraineté, ça doit absolument être fait au niveau européen. On doit rester compétitif sur les normes. Or, on voit bien que ça ne fait que de s'accentuer. Ça fait des surcoûts massifs pour notre industrie. Encore une fois, on ne peut pas le prendre en compte. Donc, les stocks aussi, comment on gère ces stocks au niveau européen pour faire ce que j'appelle du stockage qualitatif pour le patient, et ça ne peut être fait qu'au niveau européen. Donc voilà, 4 leviers qui sont peut-être spécifiques à notre industrie en santé. Merci. Alors Alexandre Sauveau, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Europe, de ce que font aussi les autres pays. Le gouvernement allemand, il a justement mis en place donc, des mesures assez importantes. Les industriels, ils appellent à des subventions à l'énergie, ils appellent à une simplification de la réglementation, ils appellent à un soutien à la recherche, à l'évolution des compétences. Donc le gouvernement, enfin, il n'a pas forcément pris les mesures, mais en tout cas, il a pris la mesure de, effectivement, ces difficultés de son industrie. Est-ce que tout ce que demandent aujourd'hui donc les industriels allemands, vous pensez, c'est quelque chose qui pourrait aussi, on va dire, s'appliquer pour la France? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sorte de menu, on va dire, demandé par les Allemands? Je pense que les Allemands ont pris conscience de l'extraordinaire difficulté de leur secteur de la chimie, et je pense que les difficultés ne sont pas très différentes chez nous. Alors, il y a des nuances compte tenu du poids de la chimie lourde, enfin fine, du positionnement dans les chaînes de valeur, mais la problématique est globalement la même, et je suis sûr que ce que le gouvernement allemand a annoncé va inspirer ou a déjà inspiré le gouvernement français. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la chimie est le parfait exemple à la fois des enjeux et des drames de l'industrie. C'est-à-dire que le sujet de l'industrie, c'est pas faire ou pas faire, c'est faire chez nous ou faire ailleurs. Parce que de toute façon, le besoin existe et il sera satisfait par quelqu'un d'autre. Et donc, sur tous les sujets, c'était le sujet de la table ronde précédente sur le prix de l'énergie qui est un élément clé. La question, il n'y a pas un seul industriel il préfère un prix raisonnable, mais la seule chose qu'il veut, c'est un prix compétitif. Donc, si l'Europe du Nord est capable de vendre l'électricité à 30, si les Chinois sont capables de le vendre à 40, et si les Américains sont capables de le vendre entre 30 et 50, dans un monde qui, malheureusement ou heureusement, reste assez largement ouvert, si on n'y arrive pas, on va avoir des difficultés. Donc, le sujet de compétitivité est clé, et il est d'autant plus clé que les Chinois ont fait, dans ce domaine comme dans d'autres, d'énormes investissements industriels, que pour l'instant l'économie chinoise n'est pas euphorique, donc ils ont des excédents de production partout, le prix des containers est revenu au niveau d'avant-crise, et qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent, ils envoient les produits pas chers dans tous les territoires qui sont restés ouverts. Et donc on commence à voir les effets sur la baisse d'activité. Donc cet enjeu de compétitivité sur tous les plans, il est clé. Après, vous évoquez évidemment, le sujet n'est pas est-ce que le salarié français et le salarié chinois sont au même prix. On sait tous que ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas le même niveau de productivité, il n'y a pas le même niveau d'équipement. Donc, en revanche, on a tout l'enjeu de l'innovation. Et en France, je vais refaire le discours, mais on a un outil qui marche, qui est simple, qui est reconnu aujourd'hui, qui s'appelle le CIR. Et il faudra qu'un jour, quelqu'un m'explique pourquoi, tous les ans, on a plein de gens dans la représentation nationale et dans le gouvernement qui pensent que c'est une bonne idée d'y toucher. J'ai toujours pas vu... C'est un de nos atouts quand même, vraiment. Non, mais non seulement c'est un atout, mais c'est un atout qu'on est en train de se faire copier. Les Chinois le font. Alors les Chinois, ils ne font pas 30% de CIR pour leurs petites. Pour toutes les boîtes qu'ils choisissent, c'est entre 200 et 300%. C'est-à-dire qu'ils remboursent toute la dépense et ils vous donnent de l'argent pour financer le développement et la commercialisation du produit. Alors, comme c'est en Chine, ce n'est pas général, c'est les territoires et les sujets qu'ils ont décidé d'aider. Et ils n'ont pas de commission européenne qui veille à des approches sectorielles ou autres. Ils n'ont pas ce genre de préoccupation. Pardon ? Non plus. Oui. Mais je suis, encore une fois, je ne défends pas du tout le modèle. Je dis juste, si on veut préserver un certain nombre d'activités, on doit ou accepter de donner à nos entreprises les mêmes atouts que ce qu'ont nos concurrents, ou protéger les marchés. C'est la fin de la naïveté, c'est le fait qu'à un moment donné, l'Europe se voit comme une Europe puissance, mais qu'elle se voit non pas dans l'objectif de mettre en place des dispositifs qui sont sympathiques, qui paraissent intellectuellement séduisants. Je pense en partie au MACF. Le MACF est une idée intellectuellement séduisante qui, dans la majorité des secteurs qui l'ont regardé en profondeur, ne va pas être une machine à protéger l'industrie française ou européenne, mais une machine à désindustrialiser. On a posé cette question depuis 4 ans. On nous a dit au début, vous n'avez rien compris, ce n'est pas le sujet. Maintenant, on nous dit, il y a un sujet, on va vous répondre. On attend toujours
les éléments de réponse, parce qu'on n'arrive pas à prendre les chaînes de valeur, on n'arrive pas à prendre les produits semi-finis ou complexes, on a beaucoup de mal à appréhender ce sujet. Donc on a plein d'enjeux autour de l'innovation, on a plein d'enjeux autour de la compétitivité, et on a évidemment plein d'enjeux autour de la réglementation. Et au-delà de la réglementation, le sujet clé, c'est la clause miroir. Comment est-ce que la France et l'Europe sont un jour capables de dire, quand on fixe une règle chez nous, aucun produit qui ne respecte pas cette règle peut rentrer sur le territoire? C'est bien tout le problème. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. En vrai, on le professe, mais on n'arrive pas à le faire. Et tant qu'on n'est pas capable de le faire, il faut accepter qu'on ait une réglementation qui soit au même niveau que les autres. Sinon, on va juste détruire les secteurs concernés par l'ouverture des marchés et une concurrence auquel l'intelligence française, l'innovation, l'investissement, la technologie ne pourra pas répondre. Alors justement, Charles Rodwell, donc, pour répondre un peu à la même question, il faut que l'Europe arrête d'être naïve. C'est vrai qu'on est pris finalement entre la Chine, donc vous l'avez dit, qui a investi énormément dans sa chimie, qui est devenue exportatrice, les États-Unis, vous l'avez cité tout à l'heure, avec l'Inflation Reduction Act. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être moins naïf, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pourquoi ça marche, l'Inflation Reduction Act? Préférence nationale? Pour moi, il y a 3 raisons. Première raison, la sécurité juridique. Quand une entreprise bénéficie de l'Inflation Reduction Act, la règle reste la même de la première jusqu'au dernier jour. Il n'y a pas de changement au milieu. Deuxième sujet, c'est simple et facile à utiliser. C'est indolore, c'est un crédit d'impôt, c'est hyper facile. Et 3, c'est massif sur les priorités qui ont été fixées. Ils ne se sont pas donné 120 priorités, ils s'en sont donné 2 ou 3 sur l'industrie décarbonée. Ils y vont à fond. 370 milliards d'euros, près de 1200 milliards d'euros de levier d'investissement. Un exemple très rapide qui illustre la différence, à mon avis, des deux côtés de l'Atlantique. Une entreprise justement de la chimie qui nous a partagé ce témoignage. 100 millions d'euros d'investissement côté français, 100 millions d'euros d'investissement côté américain. Côté français, 200 pages d'aide à la subvention pour toucher 500 000 euros. Côté américain, rapide, indolore, 40 millions d'euros de crédit d'impôt sur 7 ans pour amortir l'investissement de base fait dans le New Jersey avec un cumul de l'Inflation Reduction Act, des mesures prises fiscales et des mesures de l'État du New Jersey. Ils nous ont dit, je suis gaulois, j'aime la France, mais pour convaincre mes actionnaires d'investir, je vais investir sur mon deuxième site aux États-Unis et non pas en France. Et je pense que le résumé est là, c'est-à-dire que oui, l'Inflation Reduction Act pose une menace pour les industries actuelles existantes en Europe, mais elle pose une énorme menace pour les investissements futurs. C'est la raison pour laquelle maintenez absolument, si j'ai un message à vous faire passer, s'il vous plaît, c'est que communément, nous nous battions au niveau des instances européennes pour faire réaliser aux instances européennes que c'est ça qui se passe. Le deuxième sujet, nous, on peut agir au niveau national. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette politique d'attractivité que je vous parlais dans ma première intervention, on va agir sur ces 3 leviers. 1, sécurité juridique des contrats, avec notamment un bouclier réglementaire qui sera prévu sur les contrats d'implantation et d'extension en France. Deuxième sujet, rapidité d'exécution, avec notamment les opérateurs qui sont disponibles à l'attractivité, je pense à Business France et à d'autres, qui seront certes à disposition des primo-investisseurs étrangers, qui seront aussi à disposition pour les projets d'implantation et d'extension des entreprises françaises et des filiales françaises de groupes étrangers qui doivent être accompagnés de la même manière que les primo-investisseurs dans leurs projets d'implantation. Enfin 3, mobilisation de nos moyens, capitaux publics, capitaux privés, financement, pour faire un effet de levier. On aura toute une série de propositions sur les dispositions fiscales et de subventions qui ont été travaillées avec un certain nombre d'entre vous, et je vous remercie une nouvelle fois pour vos contributions dans cette mission, et nous serons pleinement mobilisés sur ces 3 volets. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci à tous les 3. On peut les applaudir.